C'est dans un pays du Sud, le Maroc, qu'est née l'Organisation mondiale du commerce. Dans l'euphorie de l'après-guerre froide et la victoire de la vision libérale du monde, l'accord du 15 avril 1994, instituant cette organisation internationale, a marqué non seulement la fin d'un cycle de négociations commerciales uruguayannes, mais a été aussi la concrétisation de la fin d'un cycle géopolitique. L'accord de création de l'OMC est entré en vigueur le 1er janvier 1995. L'institution a succédé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT. Le processus des négociations a touché ainsi le commerce des marchandises et des services, la propriété intellectuelle, le règlement des différends et l'examen des politiques commerciales, et ne cesse de toucher d'autres domaines et d'autres secteurs. Cependant, l'OMC, qui s'emploiera à administrer le commerce mondial, fera face à une certaine inégalité résultant du poids commercial des États, notamment ceux des États en voie de développement. Une certaine tension apparaîtra, une tension persistante entre la tentation d'universaliser les règles et les conduites libérales et la préoccupation d'instituer des exceptions au profit des pays à la recherche de modalités pour tirer le plus de profit du système multilatéral mis en place. Nous sommes ainsi devant un segment important des relations internationales touchant directement l'économie mondiale dans un contexte de mondialisation où l'économie joue un rôle déterminant dans la construction de la puissance et de la domination. C'est dans ce cadre que nous situons notre conférence d'aujourd'hui, qui sera animée par Monsieur le doyen professeur Azdine Roflan, que nous remercions pour sa disponibilité et sa participation. Son intervention portera sur l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et l'inégalité de développement. Je vous remercie. Je vous donne la parole, Monsieur le doyen. Merci. À mon tour, je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour participer à ce cycle de conférences par une intervention en rapport, pas avec la géopolitique, mais avec la géoéconomie, dans la mesure où je vais traiter de l'OMC, de l'inégalité de développement. Donc, en se basant sur le traité de Marrakech portant création de l'OMC, on peut dire que parmi les objectifs assignés à cette organisation, il y a deux qui nous intéressent dans le cadre de cette intervention. Le premier objectif, qui est rappelé par le préambule de l'accord de Marrakech portant création de l'OMC, consiste à instaurer un système commercial multilatéral basé sur l'élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales. Quant au deuxième objectif en rapport avec cette intervention, et qui est mentionné d'une manière explicite au niveau du préambule de l'accord de Marrakech, l'autre objectif, c'est de permettre aux pays en voie de développement et aux pays les moins avancés, et je cite, de s'assurer une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique. Donc, le rappel de ces deux objectifs mentionnés au niveau du préambule soulève une interrogation centrale, à savoir comment concilier entre l'élimination de l'ensemble de discriminations ou de toutes sortes de discriminations au niveau des relations commerciales internationales et promouvoir le développement des pays en voie de développement en général et des pays les moins avancés en particulier. Donc le rappel de ces deux objectifs assignés à l'OMC soulève une interrogation centrale relative à la conciliation entre l'élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales et la promotion du développement via la réduction des inégalités entre les membres de l'OMC. Et entre parenthèses, actuellement, les trois quarts des membres de l'OMC sont des pays en voie de développement ou des pays moins avancés. Donc avant de voir comment l'OMC a essayé de traiter cette problématique,
et avant l'OMC, le GATT, c'est-à-dire le fait concilier entre l'égalité juridique formelle, via l'élimination de l'ensemble des discriminations au niveau des relations commerciales internationales, et promouvoir la finalité du développement. Donc, avant de voir comment l'OMC a essayé de traiter cette problématique, je peux dire en guise d'introduction que la doctrine, et surtout française, a conceptualisé ce qui a été fait avant l'OMC au niveau du GATT et après au niveau de l'OMC en matière de développement a été qualifié par la doctrine française en invoquant deux principes, le principe de l'inégalité compensatrice et le principe de la dualité des normes. Le principe de l'inégalité compensatrice qui cherche à corriger les inégalités de développement par des mécanismes juridiques correcteurs. Quant à la dualité des normes, au principe de la dualité des normes qui était également invoqué par la doctrine française, il consiste à différencier entre les États selon leur niveau de développement, et par voie de conséquence de moduler les droits et les obligations des États membres selon la catégorie auquel on appartient, soit à la catégorie des pays développés ou à la catégorie des pays en voie de développement. Dans la terminologie juridique de l'OMC, on ne parle pas d'inégalité compensatrice, on ne parle pas de dualité des normes, on parle du traitement spécial et différencié des pays en voie de développement. Donc, on parle du traitement spécial et différencié des pays en voie de développement comme un régime dérogatoire à deux principes de base du système normatif de l'OMC, à savoir au principe de non-discrimination et au principe de réciprocité. Donc, pour traiter la problématique sous-jacente à l'objet de cette intervention, c'est-à-dire l'OMC et l'inégalité de développement, je vais essayer de structurer mon intervention autour de deux axes. Le premier est relatif à la consécration graduelle du traitement spécial et différencié comme un mécanisme juridique correcteur des inégalités de développement. Et dans un deuxième axe, je vais essayer, dans la mesure du possible, d'aborder les limites de cette construction juridique au niveau du système normatif de l'OMC, des limites de cette construction juridique, surtout dans un contexte international qualitativement différent, marqué par la prévalence des recettes libérales, par la prolifération des accords commerciaux régionaux et par le recul de l'approche multilatérale en matière de commerce international. Donc, le premier axe de cette intervention sera dédié aux différentes étapes de la consécration du traitement spécial et différencié dans le corpus normatif de l'OMC, et avant l'OMC et le GATT, et après, dans le deuxième axe, comme je l'ai dit, je vais parler des limites. Donc, s'agissant des étapes de la consécration du traitement spécial et différencié dans le système GATT et l'OMC, parce qu'on ne peut pas parler de l'OMC sans parler du GATT, parce que l'OMC il est basé sur l'acquis GATT. Donc, comme vous le savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un peu d'histoire, on a voulu éviter le désordre qui a prévalu entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale par l'instauration d'un nouvel ordre économique international, interétatique, multilatéral et largement institutionnel. Dans ce contexte, on a convoqué la conférence de Bretton Woods et la conférence de la Havane. La conférence de Bretton Woods a donné naissance au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Et les deux piliers de l'ordre économique international, à savoir le pilier financier et le pilier monétaire, devaient être complétés par un pilier commercial via la création d'une véritable organisation internationale du commerce. Et on a convoqué la conférence des Nations Unies de la Havane sur le commerce et l'emploi. Mais, faute de ratification de la charte de la Havane, cette organisation n'a jamais vu le jour. Je ne parle pas de l'OMC, je parle bien sûr de l'OIC. L'OIC qui devait être le pendant du FMI et de la Banque mondiale, il n'a jamais vu le jour.
Et l'accord partiel, à savoir le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui ne devait avoir qu'un caractère provisoire en attendant l'entrée en vigueur de la charte de la Havane portant création de l'OMC, a duré dans le temps. Et c'est le GATT qui a régi, comme vous le savez, le commerce mondial du commerce de marchandises entre 1948, date d'entrée en vigueur du GATT, jusqu'à 1995, date d'entrée en vigueur de l'accord de Marrakech portant création de l'OMC. Le GATT il s'est transformé, comme vous le savez, au fil des ans, qui était à l'origine seulement un accord, mais il s'est transformé au fil des ans en une organisation de facto, en s'institutionnalisant. Mais le GATT, c'est surtout était surtout un forum de négociation commerciale multilatérale. Et c'est le GATT qui a posé les principes de base du système commercial multilatéral, à savoir le principe de non-discrimination, le principe de transparence, le principe de concurrence loyale et le principe de l'élimination des restrictions quantitatives à l'import et à l'export. Donc, bien sûr, l'OMC, après la conclusion de l'ère Guérande, a repris ces principes, mais ce qui a été nouveau avec l'OMC, c'est l'élargissement de du champ d'application de ces accords à des nouveaux secteurs, dans le secteur, spécialement le secteur des services, le secteur en rapport avec la propriété intellectuelle. Donc je reviens maintenant à la question préalable, à savoir comment le GATT, avant l'OMC, a essayé de concilier entre le principe de l'égalité juridique formelle et l'inégalité de développement. Donc, trois dates importantes qu'on peut retenir dans cette perspective, c'est-à-dire dans la perspective de la consécration graduelle de ce qu'on appelle le traitement spécial et différencié des pays en voie de développement. La première date, c'est 1965, la deuxième date, c'est 1979, et la troisième date, bien sûr, est relative renvoie à la conclusion de l'ère Guérande et la création de l'OMC. Donc, pour relater tout ça, il faut rappeler que le GATT et l'OMC leur système normatif, il est basé sur un principe fondateur qui est central, à savoir le principe de non-discrimination. Et dans le droit de l'OMC, comme dans le droit avant du GATT, le principe de non-discrimination était exprimé par deux règles, la règle de traitement national et la règle de la nation la plus favorisée. Selon la règle de la nation la plus favorisée, on vise l'égalité de traitement juridique entre toutes les parties contractantes du GATT et maintenant entre tous les membres de l'OMC. Et la règle du traitement national renvoie bien sûr à l'égalité de traitement juridique entre les produits, par exemple en matière de commerce de marchandises, entre les produits nationaux et les produits importés similaires. Donc, s'agissant de ce qui a été entrepris depuis 1965, principalement pour concilier entre l'inégalité de développement et l'égalité juridique formelle, il faut rappeler qu'entre États d'inégal développement, l'égalité juridique formelle favorise les pays développés au détriment des pays en voie de développement. Et je rappelle ici une déclaration qui a été faite par le représentant de l'Inde à la 11e session des parties contractantes du GATT en 1954. Selon cette déclaration, l'égalité de traitement est équitable seulement entre égaux. Donc, pour concilier entre l'égalité juridique formelle et l'inégalité de développement, les pays en voie de développement ont revendiqué, surtout après le processus de décolonisation, leur accès à l'ONU, leur accès au GATT, ils ont revendiqué un traitement juridique différencié et plus favorable, c'est-à-dire adapté à leur situation concrète, et ils ont revendiqué l'introduction de correctifs juridiques
dans les relations commerciales nord-sud. Et sous l'impulsion de la CNUSED, parce que dans les années 60, on considérait le GATT comme un club de pays riches, et pour exercer une pression sur le GATT dans le sens d'adapter ses règles de base à la condition des pays en voie de développement, on a créé la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et à l'occasion de cette première conférence, on a créé le groupe 77. Donc l'action de la CNUSED, la pression exercée par le groupe de 77 à l'intérieur du GATT, en dehors du GATT, au niveau de l'ONU, a amené le GATT à adapter ses principes d'inspiration libérale et ces principes basés sur l'égalité juridique formelle à la condition des pays en voie de développement. Et justement, c'est dans ce sens qu'on a adopté, en 1965, on a ajouté au GATT une nouvelle partie qui s'appelle la partie 4, et la partie, elle est intitulée Commerce et développement. Et selon l'un des articles qui se trouve au niveau de la partie 4, intitulée Commerce et développement, les parties contractantes des pays développés n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles de réduire ou éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées. Donc, au niveau des pays d'inégal développement, on va remplacer la réciprocité par la non-réciprocité. Donc, c'est la première réforme juridique importante dans le système normatif initial du GATT et qui va dans le sens de répondre aux revendications des pays en voie de développement relatives à l'adaptation du principe de non-discrimination à la condition spéciale des pays en voie de développement. Mais la réciprocité comme la non-réciprocité sont des règles qui sont observées seulement en matière de négociation commerciale. Ça veut dire que la règle, parce que la négociation au niveau du GATT comme au niveau de l'OMC maintenant, il se fait sur la base de la réciprocité des avantages mutuels. Donc la partie 4 va permettre aux pays en voie de développement de bénéficier de la non-réciprocité. Donc quand il s'agit de rapports commerciaux entre pays d'égal développement, on observe la règle de réciprocité. Quand il s'agit de négociations commerciales entre pays d'inégal développement, on applique la non-réciprocité. Dans un deuxième temps, les pays en voie de développement ont revendiqué, dans le cadre de la CNUSED et également dans le cadre du GATT, à ce qu'ils puissent bénéficier d'un accès préférentiel au marché des pays développés. Mais cela posait un problème parce qu'il y avait le principe de non-discrimination. Le principe de non-discrimination supposait que toutes les parties contractantes du GATT étaient soumises aux mêmes droits et aux mêmes obligations. Donc on a revendiqué, au niveau de la première CNUSED qui a eu lieu en 1964, on a revendiqué une discrimination positive en faveur des exportations des pays en voie de développement. On a dégagé un consensus sur la question en 1968 et les pays développés, ils ont commencé à octroyer justement des préférences commerciales à partir du début des années 70. Mais ça a posé un problème au niveau juridique. Pourquoi ? Parce que la règle, c'est le principe de non-discrimination. Si on accorde une discrimination positive, ça constitue une violation, surtout de l'article 1 du GATT relatif à la règle de la nation la plus favorisée. Mais il y avait un mécanisme juridique au niveau du GATT qui permettait de déroger. Et c'était la décision des parties contractantes qui octroyait cette dérogation sur la base d'une technique qu'on appelait à l'époque le waiver. C'était les parties contractantes, sur la base d'une décision prise au niveau de l'Assemblée des parties contractantes, octroyer une dérogation qui permettait aux pays en voie de développement de bénéficier d'une discrimination positive en termes d'accès préférentiel au marché des pays développés. Et c'est
sur cette base, on a mis en place ce qu'on appelle le système généralisé de préférence commerciale. Mais il fallait trouver une solution juridique plus durable, et pas seulement sur la base de la technique du waiver. Et la décision importante dans la consécration du traitement spécial et différencié va être prise lors de la conférence ministérielle des parties contractantes en 1979, suite à la conclusion du Tokyo Round. Parce que le Tokyo Round, enfin, au terme de ce round, les parties contractantes, ils vont adopter une décision importante qui stipule que, nonobstant les dispositions de l'article 1 de l'accord général, c'est-à-dire nonobstant les dispositions relatives à la clause de la nation la plus favorisée, les parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en voie de développement sans l'accorder à d'autres parties contractantes. Donc là, on a légitimé, on a légalisé un peu la discrimination positive en faveur des exportations des pays en voie de développement, dans la mesure où l'encadrement juridique ou la base juridique n'est plus seulement une dérogation, mais c'est une décision des parties contractantes qui dispose que, nonobstant les dispositions de l'article 1 de l'accord général, les parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié plus favorable aux pays en voie de développement sans l'accorder à d'autres parties contractantes. Donc, suite à l'adoption de la clause d'habilitation, on a assisté à un élargissement du schéma de préférence commerciale accordé par les pays développés aux pays en voie de développement. Et économiquement, ces préférences commerciales ont profité à beaucoup de pays en voie de développement, mais surtout aux pays qui avaient une relative avancée en termes de production industrielle, parce que normalement, ce qui était permis en termes d'accès en franchise au marché des pays développés, c'est surtout les articles manufacturés. Pourquoi? Parce que tout ce qui relevait de l'agriculture n'était pas couvert à l'époque du GATT par le processus de libéralisation du commerce des marchandises. Et donc, troisième étape dans la consécration du traitement spécial et différencié, c'est après la conclusion de l'Uruguay Round. C'est-à-dire après la conclusion de l'Uruguay Round, on a cherché à renforcer les dispositions juridiques relatives au traitement spécial et différencié au niveau de l'ensemble des accords commerciaux administrés par l'OMC. Parce que du temps du GATT, ça ne concernait que les marchandises. Maintenant, le TSD, on peut dire que c'est une règle transversale, le traitement spécial et différencié, qui concerne le commerce des services, le commerce des marchandises, les droits de propriété intellectuelle, l'accord sur l'agriculture, l'accord sur les vêtements. Enfin, il y a dans tous les accords et instruments juridiques administrés par l'OMC des dispositions relatives au traitement spécial et différencié des pays en voie de développement. Même en matière de règlement différent, parce qu'il y a un mémorandum d'accord sur le règlement différent au niveau de l'OMC, et au niveau de ce mémorandum d'accord sur le règlement différent, il y a des dispositions spéciales qui permettent de traiter les pays en voie de développement et les PMA d'une manière préférentielle. Pour résumer, parce que dans tous les accords, il y a des dispositions en rapport avec le traitement spécial et différencié, mais on peut dire que l'économie générale de ces dispositions s'articule autour de 6 catégories. Donc, il y a premièrement des dispositions qui visent à accroître les possibilités commerciales des pays en voie de développement. 2, il y a des dispositions qui exigent des membres de l'OMC qu'ils préservent les intérêts des pays en voie de développement. Troisième catégorie de dispositions relatives au TSD sont des dispositions qui offrent aux pays en voie de développement une certaine flexibilité dans l'utilisation des instruments de politique économique et commerciale. Quatrième catégorie, ce sont des dispositions prévoyant une assistance technique pour les pays en voie de développement.
cinquième catégorie sont des dispositions qui offrent une période de transition plus longue dans la mise en œuvre des accords de l'OMC. Et dernière catégorie de dispositions, sixième, sont les dispositions relatives aux mesures visant à aider les pays les moins avancés ou à favoriser leur participation. Et en définitive, on peut dire que le traitement spécial est différencié des pays, le traitement spécial est différencié des pays en voie de développement en général et des PMA, a constitué en quelque sorte une réponse juridique à la problématique de la conciliation entre égalité juridique formelle et inégalité de développement. Donc, entre deux objectifs de l'OMC, l'un qui vise à instaurer un système commercial multilatéral non discriminatoire et l'autre objectif qui est en rapport avec la promotion du développement. Donc la réponse de l'OMC, ça a été la construction graduelle de ce qu'on appelle le TSD, le traitement spécial et différencié. Donc ça, c'est pour le premier axe de mon intervention. Le deuxième axe, comme je l'ai dit, il est relatif aux limites. Je vais résumer les limites de l'application, les limites du traitement spécial et différencié comme réponse à la problématique de l'inégalité de développement au niveau de l'OMC. Il va sans dire que c'est le contexte international dans lequel a été conclu le Tokyo Round. Le Tokyo Round a été conclu en 1979, a permis aux pays en voie de développement d'enregistrer un certain nombre d'acquis en matière de traitement préférentiel. Pourquoi je parle d'un contexte international favorable? Parce que dans les années 70, il faut rappeler, il y avait le premier choc pétrolier, la première assemblée extraordinaire au niveau de l'ONU dédiée aux problèmes de développement en matière première, l'adoption au niveau de l'Assemblée générale d'un certain nombre de textes relatifs à l'instauration d'un nouvel ordre économique international. On peut dire que dans les années 70, ce qu'on appelle le tiers-monde, ou la catégorie générale des pays en voie de développement, était dans une position de force relativement favorable par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc c'est dans les années 70 qu'ils ont enregistré sur le plan juridique les principaux acquis en matière de relations économiques internationales. Et le principal acquis en termes juridiques, c'est ce qu'on appelle le traitement spécial et différencié, le traitement spécial et différencié, ce qu'on appelle le système généraliste de préférence commerciale, etc. Donc bien sûr, le recul de la position du tiers-monde sur la scène internationale, la domination, la prévalence dans les années 80 à l'échelle universelle, et ça va se confirmer dans les années 90, des recettes libérales, la domination du libéralisme, aussi bien sur le plan du discours que sur le plan pratique, va engendrer une remise en cause des acquis juridiques enregistrés par le tiers-monde ou par les pays en voie de développement dans les années 70. Et cette remise en cause va engendrer dans son siège l'érosion des préférences commerciales accordées aux pays en voie de développement et la généralisation progressive des règles commerciales multilatérales communes à l'ensemble des membres, quel que soit leur niveau de développement. Et le meilleur exemple pour illustrer cela, quand la communauté économique européenne, c'était pas encore l'Union européenne, a conclu un accord avec les pays ACP d'Afrique, Pacifique et Caraïbes, les accords de Lomé. Ces accords de Lomé ont accordé à l'ensemble des pays originaires de ces trois régions un traitement préférentiel en matière de relations commerciales internationales. Mais c'était dans les années 70. Dans les années 80, et surtout après la création de l'OMC dans les années 90, et après le recul de la position internationale du tiers-monde, et après l'éclatement de ce qu'on appelle le tiers-monde, avec l'émergence des BRICS et la marginalisation d'un certain nombre de PMA et de pays en voie de développement,
on a assisté à une remise en cause de ces principes, et ça s'est traduit au niveau des négociations, par exemple, entre les pays ACP et l'Union européenne actuellement, par une remise en cause, parce qu'il a été octroyé au niveau des accords de Lomé, et maintenant, on parle des accords Cotonou, qui ont demandé aux pays en voie de développement et PMA originaires de l'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes, de se conformer à la règle commune, ça veut dire aux disciplines multilatérales. Et maintenant, on parle moins de TSD, on parle moins de préférences commerciales, on parle moins de système généralisé de préférences commerciales, on parle de flexibilité, de réciprocité asymétrique. Donc cette évolution sur le plan juridique, sur le plan politique, renvoie bien sûr à ce qui s'est passé au niveau de l'évolution des rapports de force au niveau international, etc. Et justement, ce contexte international, marqué par le recul, par l'éclatement du tiers-monde, il faut le dire, et par le recul de sa position internationale, tous ces facteurs ont impacté négativement les approches multilatérales d'inspiration interventionniste et destinées justement à limiter les excès de marché et à adapter le droit aux réalités économiques et juridiques. Outre les facteurs structurels qui ont affaibli le traitement spécial et différencié et les flexibilités juridiques accordées par le GATT et après par l'OMC aux pays en voie de développement et au PMA, le traitement spécial différencié sur le plan juridique a souffert de sa faible juridicité. Pourquoi? Parce que les dispositions relatives au traitement spécial et différencié dans les instruments juridiques de l'OMC relèvent ce qu'on appelle le soft law et pas du hard law. Et c'est pourquoi justement les pays en voie de développement ont revendiqué dans le cadre du premier cycle initié par l'OMC, à savoir le cycle de Doha, ils ont demandé dans l'agenda de négociation de rendre les dispositions relatives au TSD dans tous les accords administrés par l'OMC, les instruments juridiques de l'OMC, de les rendre plus contraignantes, plus effectives et plus opérationnelles. Donc voilà, j'ai fini, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur le doyen, pour votre présentation. Très rapidement, comme lors du premier cycle, nous allons laisser la parole à nos deux doctorants. D'accord? Vous avez combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. D'accord, pour faire votre proposition d'analyse.